Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va parler du rappeur Nipsey Hussle qui est décédé à la fin du mois dernier. Et en fait je voulais vous faire une vidéo quand il est mort, mais je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps parce que tout le monde était très touché, il y avait beaucoup d'émotions et j'aime pas souvent faire les vidéos dans ce genre de cas. En plus il y avait beaucoup de superlatifs utilisés, c'est incroyable, légende et tout. Et je ne suis pas contre ça, vraiment je suis pas contre, je comprends. Mais j'ai souvent du mal avec ça, c'est-à-dire que si demain je meurs et que vous commencez à dire que mais Stevie c'était le roi de YouTube, il faisait des vidéos à 50 millions de vues, de ouf, machin, tout sera super cool, enfin il n'y a pas de souci, moi je serai là. Mais en vrai vous raconterez pas mon histoire parce que vous direz pas que Stevie avait des vidéos à 2000 vues, il strugglait, il parlait de Craig David dont tout le monde s'en fout, de Sierra, ce genre de choses. Vous raconterez pas mon histoire, vous raconterez une histoire qui vous fait peut-être plaisir, mais vous raconterez pas mon histoire parce que votre histoire comme la mienne, il y a plein de nuances, il y a plein de petites distinctions, plein de petits trucs qui font en sorte que c'est vous et c'est moi en fait. Et je trouvais que dans la manière dont, dès que Nipsey est mort, on a commencé à l'élever sans raconter ton histoire, c'était souvent un peu dommage. Mais bon, on va en parler tout de suite, surtout que pour moi, même si ce n'est pas forcément une légende musicale au même niveau que Tupac et Notorious comme beaucoup le pensent, pour moi ça reste quand même un véritable symbole. Pour moi ça reste quand même un véritable symbole, quelqu'un qui incarne quelque chose au-delà de son personnage, et c'est de son dont je veux parler, en plus de parler du Dr Sebi. Je sais que c'est un sujet que beaucoup veulent, la Dr Sebi, mais c'est quoi Dr Sebi? Bref, on va parler de ça, et je vais vous dire pourquoi, malgré le fait qu'il soit mort, nous devrons continuer le petit marathon, quoi. On doit... Bref, n'hésitez pas à vous abonner, on commence la vidéo. Alors, je vais pas vous faire une vidéo Wikipédia parce que vous tous, vous pouvez aller sur Wikipédia. Là, on va vraiment parler de l'impact et surtout du message de ce garçon, en fait, qui est né à Los Angeles, qui était dans un gang des Crips. Et en fait, il grandit à Los Angeles et c'est à l'âge de 20 ans qu'il se dit, mais en fait, il y a de l'argent à se faire de la musique. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il arrive dans la musique. Il arrive dans la musique et il le dit clairement parce qu'il voulait se faire de l'argent. Il trouvait que les rappeurs gagnaient beaucoup d'argent dans les gigs. C'est comme ça, en fait, que Nipsey Hussle commence sa carrière. Il commence aussi sa carrière dans le système vraiment underground. C'est-à-dire que il sort des mixtapes et c'est les mixtapes qui le confirment. À l'époque, c'est vraiment ça et on retrouve ça sur des sites comme Dapif. En fait, tu poses ta mixtape, tu incarnes quelque chose, tu défends le son street et après on voit ton passage jusqu'au mainstream. Et c'est vraiment ce système-là qui fait monter Nipsey Hussle et c'est vraiment un système qui moi me passionne personnellement parce que du coup, dans les mixtapes, t'avais le son, le vrai son des artistes, j'ai envie de dire le vrai son, c'est-à-dire que le son, ceux qui les incarnent en fait. Et après, tu voyais le passage au mainstream, par exemple pour des records et pour plein d'autres, tu voyais le passage au mainstream et tu voyais ce que ça donnait et quelle est la part de ce qu'ils étaient avant qui reste. Bref, c'est quelque chose qui moi me passionne, que je vais vous raconter au fil de mes vidéos. Mais Nipsey Hussle monte comme ça. Et en plus, lui, il veut vraiment incarner l'ancienne West Coast. C'est-à-dire que dans les années 90, le son West Coast cartonnait. Il s'effondre au début des années 2000 pour différentes raisons. Mais lui, il veut revenir à ça, en fait. Il veut revenir à cet univers-là. Il veut moins des choses clinquantes. Il veut revenir à l'univers street des gangs. Et il veut aussi unir les gangs. Parce que ça, c'est un truc qui est pas commun aux États-Unis. Lui, il veut unir les gangs. Il veut que les Crips et les Bloods, par exemple, deux gangs très connus de Los Angeles, se réunissent, en fait. Et on retrouve ça dans son son, dans ses sonorités, par exemple sur cette chanson. Ou encore sur cette autre chanson. C'est-à-dire qu'il a vraiment une vision et c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est-à-dire que ce gars a une vision, il se dit que je vais me lancer dans la musique, je vais unir les gangs de Los Angeles et surtout je vais être indépendant. Il s'inspire de Diddy et de Master P et de plein d'autres. Il se dit je vais fonder mon propre label, ma propre structure et je ne vais pas laisser qu'une autre structure possède mes masters parce que mon argent c'est pour réinvestir dans ma communauté. Mais c'est pas comme ça que ça se passe en fait, c'est pas comme ça que le système mainstream se passe. Donc au début il galère un peu, il finit par accepter de signer chez Epic en 2009 ou 2010 en fait. Il signe à cette période là chez Epic pour sortir son premier album parce qu'il a aussi des problèmes judiciaires et il se dit que bon, si je suis signé en label, ça m'évite que le juge soit trop dur avec moi. Donc il signe en label et ça ne se passe pas de ouf, c'est-à-dire que le label ne le prend pas trop au sérieux, mais ça ne le dérange pas. Et à cette époque, Epic a pas mal de soucis financiers en fait. D'ailleurs, une chanteuse que vous connaissez bien, une chanteuse que vous connaissez très bien va subir les conséquences de ces problèmes financiers de Epic. Voilà. Ouais, donc Brandy va subir ses conséquences, je vais raconter ça dans une autre vidéo. Donc Epic a des problèmes financiers et lui se dit, bah c'est pas grave en fait, on a enregistré l'album mais moi c'est pas grave. Je préfère ne pas sortir l'album et continuer en indépendant. Et Epic se dit, ah il y a pas de souci, alors du coup on peut se débarrasser de lui. Il se débarrasse de lui, il se débarrasse ensuite de Brandy, mais je vous expliquerai pourquoi une autre fois. Bref, il se débarrasse de lui et donc l'histoire continue. You know, I got a chance since I left my first situation at Epic, which was like early 2011. And, you know, I had a chance to just rebuild, and you know, I got to tour the world. You know, we dropped a few mixtapes that connected with a group of people, and I got to
speak directly to them over the last couple years, and they've been holding me down. You know what I'm saying? So. L'histoire, le marathon continue parce que là, le gars se dit bon, maintenant que je suis débarrassé du label, je peux continuer mon truc. Il relance des mixtapes avec 7 mixtapes-ci de Marathon Continue. Il crée donc son magasin, le fameux magasin où il va mourir, qui va devenir donc un magasin référence. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment hyper intéressant dans son projet, c'est que tout se rejoint. L'idéologie, la musique, le magasin. C'est-à-dire qu'il y a tout un univers qu'il crée et qui est vraiment dans son quartier. Il est à Los Angeles, il vit à Los Angeles, il travaille à Los Angeles, il fait le son de Los Angeles. C'est-à-dire qu'il porte la voix de Los Angeles, il parle pour les gangs et en plus, son magasin est à Los Angeles. C'est-à-dire qu'il réinvestit son argent à Los Angeles. Et c'est comme ça qu'il monte et c'est comme ça qu'il monte jusqu'au moment où il va d'en sortir son album Victory Lap en 2015 et qui sera nominé au Grammy avec ce single-ci notamment. Fuck, I wanna hear your CD fault. Et tout ça va passionner et impressionner beaucoup de rappeurs. Parce que même sur Victory Lap, quand il signe chez Atlantic, il possède ses masters. Et donc, il réussit son but. C'est-à-dire qu'il travaille avec ces gens, il vit avec ces gens et en plus la musique qu'il fait lui appartient totalement. Et ça, ce dont on vient de parler, c'est quoi en fait? C'est la définition même du hip-hop en fait. C'est-à-dire que le mec qui se sert de porte-voix pour sa rue, qui chante pour sa rue, qui veut unir sa rue et en plus qui réinvestit son argent dans la rue, c'est rare dans le hip-hop. Et c'est pour ça que son histoire est hyper intéressante. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de ces rappeurs lui font des hommages. Pourquoi ils lui font des hommages en réalité? C'est parce qu'il a réussi ce qu'ils n'ont pas réussi. Beaucoup d'entre eux auraient bien aimé pouvoir faire et avoir cette patience, cette espèce de j'y vais tranquillement, je prends mon chemin, je prends les tranchées là, je passe comme ça, je veux pas de type mainstream, moi je continue, je veux défendre le son de la West Coast et tout, je veux le moderniser, je veux moderniser un peu, mais je veux quand même défendre ça. Beaucoup de ces rappeurs là auraient aimé faire ça. D'ailleurs, quand on y pense, par exemple, je me souviens d'un truc. Pharrell, en 2013, quand on l'a interviewé à la télévision, il disait ça. You told Oprah Winfrey you're a new black. And I just wondered what you mean by that. Is, you know, my experience in being black is that like I love what I do, I love who I am, and I make no excuses for what I look like and what that means to me. But I don't, you know, I use my mind for my opportunities. I'm not looking for anyone's help because of my skin color. I don't see, you know, my skin color as some affliction or something that holds me back in the world. But can I speak for the whole entire culture? No, I can't. Il disait que lui, il n'était pas un ancien black. Vous avez bien compris, c'est-à-dire que lui, il se considère comme un new black parce que les anciens blacks se plaignent tout le temps. Après, il a fait marche arrière quand il a vu que le mouvement black prenait de l'ampleur, il a changé de camp. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, beaucoup de gens à l'époque qui ont oublié aujourd'hui d'ailleurs, parce que les gens oublient vite sur Internet, mais beaucoup de gens à l'époque avaient craché sur Pharrell, mais dans un sens, on ne peut pas cracher sur Pharrell. De la même manière que A$AP Rocky disait que oui, lui ne s'insère pas trop dans les histoires des Noirs parce qu'il ne vit plus dans les quartiers et que finalement, bah, ça ne le concerne plus. Et c'est quelque chose qui est réel en fait. Prenons un peu de recul, c'est-à-dire que quand on voit Pharrell qui vit dans la mode, qui vit à milieu de là et qui quelquefois se souvient qu'effectivement il y a 30 ans il vient de là. Je suis pas en train de dire qu'il vient pas de là. Il comprend pas ce qui se passe dans la rue. Il n'investit plus dans la rue et il y a une déconnexion réelle. Quand par exemple sur le dernier le DJ Khaled, on entend Jay-Z dire ça. I see the popo behind me. Ain't gonna stop. Jay-Z qui dit que oui, il voit la police derrière lui, il va pas s'arrêter, mais c'est du délire en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne vit plus du tout dans les quartiers, il sait pas du tout ce qui se passe, il est complètement déconnecté. Et cette déconnexion-là montre que quand il dit ça, c'est juste pour pouvoir toucher ce public-là. Ok, et je ne fais pas le reproche spécialement à Jay-Z parce que dans son album 444, il dit des choses hyper intéressantes dans ce domaine-là. Mais par exemple, sur cette chanson-là, on voit bien qu'il essaie de rejoindre un truc qu'il ne comprend plus en fait. Jay-Z vit une autre vie. Et c'est ça le parallèle avec Nipsey Hussle, c'est que contrairement à beaucoup de rappeurs mainstream qui ont choisi donc la voie de la célébrité, qui n'est pas forcément un reproche. Lui, il a choisi la voie de rester dans la fidélité du hip-hop, qui est que nous sommes le porte-voix d'une idéologie, d'une manière de vivre. Nous devons réinvestir dans cette manière de vivre, dans nos frères, dans nos quartiers, pour que nous puissions tous en profiter en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans son histoire. Et c'est aussi pour ça que je ne voulais pas que certains résument son histoire à cette histoire de dire que oui, il a été tué par le docteur Sebi. Alors ça, c'est peut-être la partie où je vais faire appel aux origines en fait. Parce que moi, je suis un Africain. Et le docteur Sebi n'est pas docteur. Et c'est vraiment là le truc hyper intéressant de l'histoire. Pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup de gens pensent que Nipsey Hussle, dont je viens de parler, a été tué à cause de cette histoire parce qu'il voulait faire un documentaire sur le docteur Sebi, qui est un docteur qui dit guérir toutes les maladies. Et Nipsey Hussle voulait en parler dans ce documentaire et beaucoup de gens disent que oui, bah en fait, il a été tué à cause de ça. Et je voulais revenir sur ça assez rapidement parce que docteur Sebi, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de diplôme de médecin. C'est quelqu'un qui guérit avec les plantes. C'est un herboriste. Et je veux qu'on soit tous d'accord sur ça parce qu'il dit que toutes les maladies, le cancer et tout sont guéris par des plantes. C'est-à-dire que son histoire, c'est quoi? Il arrive à New York, ce docteur-là, dans
dans les années 80 et il commence donc à faire de la pub avec des panneaux publicitaires dans plein de villes de New York. C'est-à-dire qu'il affiche sa pub avec donc ses panneaux publicitaires expliquant qu'il guérit toutes les maladies. Il fait des consultations à $500 la consultation et donc il devient de plus en plus populaire et effectivement il guérit pas mal de gens, enfin selon pas mal de gens, il est consulté, il a des panneaux billboards partout dans les villes, il est consulté notamment dans la New York et il se fait pas mal d'argent comme ça en fait. Et l'État de New York réagit en disant que oui, quelques années plus tard on lui porte plainte et on lui dit que il n'est pas docteur, ce qu'il n'a jamais dit en fait, il n'est pas docteur. Le truc docteur ce n'est que pour pouvoir vendre ses affiches publicitaires et pour que les gens aillent le voir. Et donc l'État de New York lui porte plainte et au fil de la plainte on ne sera pas condamné, il ne sera pas condamné. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de preuve qu'il a fait des ordonnances en fait. Les docteurs font des ordonnances, lui il n'en faisait pas. Et c'est là tout le sel pour moi de cette histoire. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens sur Internet, je suis sûr qu'ils vont me clasher là tout de suite. Je vois beaucoup de gens sur Twitter en train de dire oui mais voilà le docteur Chebi. Moi je connais le docteur Chebi. Je crois aussi que plein de gens dans cette vidéo le connaissent. Parce que moi ma grand-mère était le docteur Chebi. Moi j'ai grandi en Afrique et ma grand-mère était une docteur Chebi, c'est-à-dire que c'était une dame qui pouvait guérir beaucoup de maladies avec les plantes. Et on en connaît tous. Demandez à plein d'Africains, ils vont vous dire qu'on en connaît tous. On connaît tous un tradipraticien en Afrique qui guérit tout avec des plantes en fait. Et je veux juste que les gens qui disent que oui, bah en fait oui, docteur Chebi, soyez prêts à le reconnaître en fait. C'est-à-dire que quand on lit l'histoire de ce monsieur, c'est juste notre tradipraticien classique qui a réussi aux États-Unis en fait. Enfin réussi entre parenthèses. Parce qu'effectivement, il commence à travailler avec plusieurs célébrités, avec Lisa Lopez. Il y a des résultats en fait, selon pas mal de gens, il y a des résultats. Je ne suis même pas en train de nier qu'il y ait des résultats parce que moi je vous dis que si je suis en Afrique et que on me dit quoi, moi je vais aller voir mon arrière-grand-mère, ma grand-mère n'est plus là en fait, paix à son âme. Mais je vais aller voir sa copine qui, oui, j'irai à l'hôpital aussi. Mais j'irai aussi voir l'arrière-grand-mère en disant que si c'est qu'on veut me tuer là, Tantine, sauve-moi, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de gens en Europe prennent ça pour quelque chose, en tout cas, d'hyper fantastique, machin. Non, en fait, ça existe dans plein de pays africains. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il vient des Honduras parce qu'il y a une culture très proche encore de chez nous, en fait. Donc, c'est possible que ce mec pouvait effectivement guérir beaucoup de choses. Je ne nie pas ça. Je veux juste que nous soyons d'accord sur cet état de fait, sur le fait donc que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi, dont je ne vois pas pourquoi on aurait tué Nipsey Hussle juste pour ça, en fait. C'est sur ça que je veux revenir. Parce qu'il y en a plein des docteurs Chebi. Il y en a même quand vous sortez là à Château Rouge. Enfin, ça, c'est des autres docteurs Chebi. C'est-à-dire que des gens qui vous donnent des cartes là en vous disant qu'ils sont capables de guérir tout et tout. Ça, c'est des marabouts, c'est encore autre chose. Mais ils se prétendent aussi pouvoir guérir beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas un cas suffisamment extraordinaire ou suffisamment différent pour moi, en tout cas, qui aurait fait en sorte que toute l'industrie pharmaceutique mondiale tue le rappeur là pour ça. Donc, ça, c'est mon avis personnel. C'est ma petite pensée. Et c'est aussi pour ça que je crois effectivement que c'est ce jeune homme, Eric Holder, qui a tué Nipsey Hussle. Pourquoi je trouve d'ailleurs que c'est intéressant? C'est parce que, en fait, finalement, il est resté dans cet univers-là. Il leur a tout donné. C'est-à-dire qu'il est resté là, il est vie avec eux, il a grandi avec eux et il ne part pas, en fait. Il veut les réconcilier, il veut les faire monter. Et il est tué dans ce même endroit par quelqu'un d'autre de Los Angeles. Et je trouve que ça en dit beaucoup, en fait. Il y a Suge Knight qui disait qu'il n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il aurait dû quitter la rue et vivre comme les Pharrell. Et il y a d'autres qui vous disent que non, il avait le bon choix de continuer à aider sa carrière. Et c'est sur ça que je dis que c'est un symbole. C'est un symbole parce qu'il nous invite à réfléchir. Quel choix doivent-ils faire en réalité? Quel choix pensons-nous qu'ils doivent faire en réalité? Est-ce qu'ils doivent, encore une fois, quitter le quartier, vivre où ils doivent vivre comme les Pharrell et Jay-Z et au risque d'être totalement déconnecté comme un A$AP Rocky qui effectivement ne se reconnaît absolument pas de la rue parce qu'il vit avec des mannequins et tout, il comprend plus exactement ce qui s'y passe, ce qui est son droit, ou alors donc rester comme Nipsey Hussle et donc risquer de mourir du jour au lendemain dans cette culture de gang en fait. C'est une réflexion importante. C'est encore plus important si vous décidez de choisir le côté de Nipsey Hussle parce que c'est ce que vous allez choisir. Mais si vous choisissez le côté de Nipsey Hussle, il faudrait pas que ça s'arrête à Nipsey parce qu'il y en a d'autres. Il y a forcément d'autres personnes qui actuellement se battent pour cette idéologie. Et c'est aussi pour ça que je ne voulais pas le résumer à dire une légende, une espèce de truc abstrait en fait. Ce n'est pas un truc abstrait Nipsey Hussle en fait. C'est une idéologie qui perdure sur beaucoup de gens qu'on doit soutenir. Il y a forcément des Nipsey Hussle dans votre ville peut-être. En France aussi dans le rap français il y en a. Il y a peut-être des Nipsey Hussle dans le R&B. Il y a des Nipsey Hussle dans la pop, je sais pas. Il y a des Nipsey Hussle un peu partout. Des gens qui veulent défendre des idéologies. Et il faut donc les soutenir. Il faudrait pas s'arrêter à juste ce qu'on va en faire, à savoir une espèce de personnage mainstream qu'on va vendre dans toutes les images. Je suis sûr d'ailleurs qu'il y a de très très fortes chances, je le regrette déjà, mais je suis sûr et certain qu'il y a de très fortes chances qu'un label réussisse à racheter une partie de ses masters pour les prochains albums qui vont sortir. Je suis sûr et certain que ça va arriver parce que l'industrie musique américaine sait racheter les trucs, ils savent les revendre et la famille de Nipsey Hussle, je suis pas sûr qu'ils aient la même structure idéologique que lui. J'espère qu'ils l'auront, mais je suis pas sûr qu'ils l'ont. Et c'est pour ça que je vous dis que, ok, vous allez acheter les albums posthumes de Nipsey Hussle, tous les singles posthumes et tout ça parce que c'est devenu, voilà. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout ce qu'on va en faire, derrière tout ce qu'on va vouloir vous vendre, c'était une idéologie, c'était un personnage qui
le dépasse totalement. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Donc ne vous arrêtez pas à vous dire oui bah moi j'ai acheté l'homme de Nipsey Hussle parce que je suis une légende. Non, ce que vous devez vous dire c'est où est le Nipsey Hussle que je connais, où est le Nipsey Hussle de ma rue, où est le Nipsey Hussle de ma vie, comment je peux réinvestir et comment allons-nous l'aider à aller plus loin dans le mouvement qu'elle veut porter. Je sais pas quelles sont vos idéologies, je sais pas quels sont ceux à quoi vous pensez, je sais pas quelle musique vous soutenez au plus profond de vous, mais c'est à ça que Nipsey Hussle doit servir. C'est pas juste à vendre des disques de rap au mainstream alors que ce n'était même pas là le centre de son combat. Enfin c'est ce que moi je pense moi. Voilà, c'est pour ça que je n'étais pas à fond sur le fait de trop élever son personnage, parce que quand on élève trop ton personnage et qu'on le déconnecte de ta réelle vie, de ta vie réelle, bah en fait on fait perdre de la valeur à ton message. Or le message de cet homme nous permet à nous-mêmes de réfléchir sur notre manière de consommer la musique, notre manière de voir le hip-hop. Bref, je suis un peu passionné sur ce genre de choses, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Nipsey Hussle. Si vous pensez que Nipsey Hussle va revenir, que c'était Jésus-Christ, dites-le. Et encore une fois, moi, je vous dis, je suis prêt à aller chez n'importe quel docteur Shebi, mais je veux que vous et moi soyons conscients de ce qu'est le docteur Shebi, en fait. On connaît tous les docteurs Shebi. Moi, j'y vais, vous y aller. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faudrait pas que ce soit docteur Shebi. Vous voyez ça de loin, en fait. Nous, en tout cas, en Afrique, on connaît beaucoup de docteurs Shebi. Merci de m'avoir écouté et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et me dire ce que vous pensez de cette analyse. Et à très vite.